Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio J. Depuis 1912, l'œuvre de secours aux enfants, plus connue sous son sigle OSE, poursuit ses missions pour l'enfance, le handicap, la santé, les soins, la dépendance, la mémoire. À tous les âges de la vie, l'OSE est présente. L'OSE soutient, l'OSE aide, l'OSE accompagne et l'OSE reconstruit. Jean-François Gutmann, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le président de cette incontournable institution sociale. Comment se porte aujourd'hui cette grande maison ? Elle se porte bien, enfin, elle connaît aussi toutes les souffrances de la société. Et donc, le Covid, l'après-Covid, mais globalement, quand on a 110 ans d'âge et qu'on est toujours là, ça veut dire qu'on sait s'y prendre. Alors, Jean-François Gutmann, protéger les enfants demeure toujours une mission historique pour l'OSE. C'est toujours 58% de son activité globale ? Oui, alors l'OSE, en français on dit œuvre de secours aux enfants, parce que l'association a été créée en Russie en 1912, comme vous venez de le rappeler, et qu'elle est venue en France en 1934. En russe, OSE, ça voulait dire œuvre sanitaire juive. Donc en France, ça a été banalisé sous œuvre de secours aux enfants, mais aujourd'hui, on fait beaucoup autour de l'enfance. Ça a été le métier historique de la guerre et de l'après-guerre, mais on a des nouveaux domaines de compétences dont on va parler, toujours à l'appui des besoins de la communauté. Alors, donc, c'est le département des enfants qui est dirigé par notre ami Éric Gozlan. C'est 6 maisons d'enfants à caractère social. C'est un service de placement familial. C'est tout ça que dirige Éric Gozlan. Oui, alors c'est très lourd. Hein, c'est des budgets qui nous sont accordés par les pouvoirs publics. C'est une mission obligatoire des départements. Donc, nos bailleurs de fonds sont les départements. On a, comme vous venez de rappeler, 6 maisons d'enfants. On a plus de 2000 enfants sous mesure éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire des décisions judiciaires des tribunaux pour enfants qui nous demandent de suivre une situation préoccupante. Et on est juif, fondamentalement dans la tradition juive, mais aussi ouvert et républicain, donc ouvert à tous, d'autant qu'on est financé largement par les pouvoirs publics sur ce terrain-là. Voilà. Alors, comment fonctionne cette responsabilité en direction des enfants ? C'est un débat qu'on retrouve dans la presse nationale, le débat de société. Les enfants qui vont pas bien, c'est une absence de père souvent, parfois un parent dans la drogue, et une situation de préoccupation qui a pu être signalée par une assemblée sociale. À ce moment-là, le tribunal pour enfants est saisi et désigne une association pour prendre en charge l'enfant. Alors selon les cas, soit il y a un placement, c'est-à-dire l'enfant est retiré de son environnement familial immédiat, soit il est maintenu dans l'environnement familial, mais avec la présence d'un éducateur spécialisé qui va s'assurer que tout se passe bien. Vous voulez dire simplement que l'OSE est devenu un référent crédible pour les pouvoirs publics ? Absolument. Et chaque jour où on nous confie un enfant, c'est une décision judiciaire couverte par le secret professionnel. Donc même moi, le président, je ne sais pas pourquoi un enfant nous a été confié. C'est souvent dans des situations douloureuses et il y a 2 ou 3 personnes qui sont dans le secret partagé, professionnel partagé. Et voilà. Et on est fiers d'avoir dans ce métier difficile quand même des credentials, des réussites tout à fait remarquables. Je parle pas de la période de la guerre et de l'après-guerre avec toutes ces célébrités qui étaient venues orphelins ou survivants de la Shoah et qui ont été prises en charge par les maisons d'enfants, mais même dans la période contemporaine, on voit des parcours de renaissance d'enfants et souvent parce qu'ils ont été pris en charge par une équipe éducative, par aussi une fraternité autour dans les maisons d'enfants, des copains qui se recréent et qui permettent de sortir de la souffrance. Comment vous travaillez la spécificité parfois d'enfants juifs qui vous sont confiés ? Alors, on cache pas notre identité juive, y compris aux donneurs d'ordre, qui sont les tribunaux ou les travailleurs sociaux des départements.
Donc nous, notre conviction, c'est que c'est à partir des racines qu'on reconstruit l'arbre. Je trouve que ça, et quand les racines sont juives, on va faire en sorte que l'enfant s'épanouisse dans le judaïsme. Donc, et on essaye de faire en sorte que toutes les situations juives, en tout cas d'Île-de-France, nous arrivent, que les gens aient le réflexe de nous solliciter. Alors, donc, c'est pas simplement le département de l'enfance. Vous avez tout à l'heure cité des célébrités pour appeler Elie Wiesel, voilà, dont une maison porte son nom. Absolument. C'est ça? Oui, absolument. Elie Wiesel, je pense à Élie Buzyn qui nous a quittés l'an dernier et qui a été pendant de longues années un grand référent. Il était à notre conseil d'administration. Ancien déporté survivant d'Auschwitz. Voilà. Et puis tous les enfants cachés qui avaient perdu leurs parents, qui ont été élevés par l'OSE à la Libération. On va revenir sur cette page tout à l'heure, François Gutmann, mais on va dérouler un peu toutes les fonctionnalités, toutes les responsabilités que l'OSE endosse. À part le pôle enfant, il y a le pôle handicap. Depuis une vingtaine d'années, l'OSE s'est progressivement engagé dans l'accompagnement et le soin aux personnes en situation de handicap. Comment cela se traduit sur le terrain? Alors effectivement, au départ, c'était une petite association qui s'occupait de personnes handicapées, de jeunes handicapés, dont la dirigeante avait fait son alia et il fallait reprendre la structure. C'est Raphaël ? Non, c'était, j'ai oublié. Non, c'était avant Raphaël. Avant Raphaël. Et donc il y avait, on appelait ça un CAT, un centre d'aide par le travail, qui est devenu un ESAT. Donc on a été amené à reprendre une structure qui existait déjà, mais tout de suite on a doublé l'effectif, on a déménagé par rapport aux locaux et on est rentré dans ce métier qui était nouveau pour nous. Et puis le handicap, c'était une nouvelle mission. Une nouvelle mission, absolument. Et puis, quelques années après, il y a eu une autre structure qui a connu aussi des déboires avec les autorités de tutelle, qui était une structure formidable, créée par le rabbin MKS, qui lui-même a eu le malheur d'avoir un enfant lourdement handicapé, et qui avait réussi à lever beaucoup d'argent auprès de donateurs et créer une structure très lourde, correspondant à la lourdeur aussi des situations qui étaient accueillies. Mais rapidement, le management n'était pas aux normes souhaitées par les pouvoirs publics. Et donc, il avait été nommé un administrateur judiciaire. Et nous sommes arrivés derrière en proposant de reprendre la structure, toujours dans le respect des volontés du fondateur et de ceux qui l'avaient été. Donc voilà. Aujourd'hui, on a maintenant 4 structures dans le domaine du handicap, surtout avec à chaque fois des profils un peu différents. La structure d'aide par le travail, une structure d'accueil de jour de personnes handicapées qui n'ont plus la force de travailler, mais qui sont encore pris en charge dans leur journée de présence à nos côtés. Une structure de handicap très lourde, très difficile, la seule dans Paris, intramuros. Et comme cette structure portait des jeunes de 10 à 20 ans, la question se posait de savoir qu'est-ce qui devenait après l'âge de 20 ans. Donc on a mis en place une structure de prise en charge de la suite, donc de jeunes adultes. Parce que pendant longtemps, les handicapés lourds avaient une espérance de vie limitée. Et aujourd'hui, les progrès de la médecine font que ces enfants deviennent adultes et deviennent même peuvent prendre de l'âge, y compris dans la gravité de leur maladie. Alors vous êtes pas simplement sur le pôle enfance et enfants, maison d'enfants, pas simplement, vous êtes très souvent cité comme exemplaire par la mairie de Paris. Quelle est votre relation avec la mairie de Paris ? Alors, il se trouve que Paris a une spécificité dans le plan administratif, c'est qu'il est à la fois ville et département. Et comme toutes les fonctions d'aide dans l'organisation des pouvoirs publics, dans le champ social, relève principalement des départements, notre relation à la mairie de Paris est surtout dans sa fonction de département de Paris. Donc c'est notre principal bailleur de fonds dans les 2 métiers que sont l'enfance et le handicap. Mais nous sommes aussi présents avec un grand nombre de départements d'Île-de-France qui nous font confiance. Je pense à l'Essonne, je pense au Val d'Oise, je pense aux Yvelines
et beaucoup aussi au Val-de-Marne. Voilà, il se trouve qu'on est beaucoup moins présent en Seine-Saint-Denis et paradoxalement dans les Hauts-de-Seine. Mais enfin, on a une couverture assez large, territoriale, et on doit avoir une part de marché, si j'ose dire, utiliser ce mot, de l'ordre de 15% des situations sociales territoriales, notamment dans le champ de l'enfance et peut-être aussi dans le champ du handicap. Alors, quand je dis à beaucoup d'amis que je vais interviewer le président de l'OSE, Jean-François Gutmann, les gens s'interrogent comment un haut fonctionnaire que vous êtes de la République, est-ce que c'est en tant que haut fonctionnaire ou aussi militant juif engagé que vous avez accepté cette responsabilité de président de l'OSE? Je dirais les deux, mais surtout au départ. Alors, 2 ou 3 anecdotes. Quand j'ai vécu dans mon enfance dans une petite ville où il n'y avait pas encore beaucoup de juifs. Il y en a eu ensuite, en partir de 1962, c'était Fontainebleau. Et à Fontainebleau, il y avait une maison de l'Osé. Et donc, dans ma toute jeune enfance, Osé voulait dire synagogue, voulait dire c'était là où on allait faire les prières des grandes fêtes. Voilà. Et puis ensuite, j'ai embrassé la haute fonction publique et un jour, j'étais rapporteur d'un groupe de travail sur le financement des associations. Et il y a un grand monsieur qui était un des dirigeants de l'OSE de l'époque, qui était par ailleurs un ami de mon père, qui s'appelait Robert Job, qui m'a dit c'est bien d'avoir fait un rapport, maintenant passer à la pratique. Donc j'ai conjugué mon engagement communautaire avec ma vie de haut fonctionnaire. Mais votre engagement de militant juste se poursuit parallèlement. Oui, absolument. Et puis je dirais, pour le coup, il y avait une conjugaison d'objectifs, au sens où quand on embrasse la fonction publique, ça veut dire qu'on a un sens assez aigu de l'engagement au profit des causes et des autres. Et donc l'engagement associatif dans une association comme l'OSE était assez proche également. Il n'y avait pas de lien direct. Vos différentes responsabilités dans la communauté sont parfaitement compatibles avec... Absolument. Alors maintenant, je suis à la retraite de la fonction publique. Mais même quand j'étais en activité, je n'ai jamais caché mes engagements communautaires. Ça valait d'ailleurs souvent le respect. Vous êtes à l'Alliance israélite universelle, vous êtes au CRIF. Voilà, et puis je représente l'OSE à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Voilà. Donc, et au CRIF, depuis, je suis très proche du nouveau président Yonatan Arfi, donc je suis très heureux d'apporter là aussi ma culture de la haute fonction publique à l'interface que doit être le CRIF dans la relation au pouvoir public et Mais à la communauté. Jean-François Gutmann, ces différentes casquettes, oui. Ça contribue à valoriser votre association. C'est complémentaire à votre militantisme par ailleurs? Oui, enfin, ou c'est plus que... C'est pas un handicap? Non, pas du tout, au contraire. Je crois que alors, donc, l'OSE, c'est aussi, Jean-François Gutmann, la santé. Oui. C'est-à-dire cette colonne vertébrale de l'OSE depuis moi très jeune au Maroc. Absolument. Je me rappelle ce bâtiment de l'OSE. À Casablanca. Voilà, Casablanca, c'était pour nous, mais on savait que c'était le lieu où tous les enfants juifs se soignaient gratuitement. Et quand on est arrivé à Paris dans les années 60, il y avait cette espèce de centre dentaire à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais de l'OSE au fil du calvaire. C'était un travail inouï. Donc la santé, c'est aujourd'hui... c'est encore une composante historique. Hein. Au départ, l'OSE s'est créé en Russie autour des sujets de santé. Donc la composante médicale et santé est forte dans les gènes de l'OSE. Et vous l'avez bien dit, au Maroc ou en Tunisie, l'OSE était la grande association sociale. Non, mais est-ce que ça demeure encore un acteur incontournable du secteur médico-social? Alors là, je ne dirais pas ça parce que c'est compliqué et c'est une des complexités du moment. C'est-à-dire que on a su surmonter le Covid, mais en même temps, on a été obligé d'adopter des normes assez rigoureuses, les rendez-vous et non plus l'ouverture sans rendez-vous. Et aujourd'hui, on a quelques difficultés sur le centre de santé, je ne vais pas le cacher. C'est une des réflexions du moment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et vous évoquiez les métiers du dentaire. Pendant longtemps, il y avait un besoin de soins dentaires en Île-de-France, au-delà des cabinets des dentistes libéraux. Aujourd'hui, il y a eu floraison de centres de dentaires, donc on est confronté à une concurrence et on n'est pas toujours les mieux armés pour aborder une concurrence pareille. Voilà. Il faut rendre hommage quand même sur le pôle santé au docteur Marc Cohen, mais comment fonctionnent ces établissements aujourd'hui sous votre responsabilité?
chacun fonctionne sur des règles administratives ou très, très précises, avec des systèmes de financement. La part de l'État, Jean-François Gutmann, non ? Alors, la part des pouvoirs publics, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est souvent les départements. Dans le budget global, ça doit être de l'ordre de 90%. Donc aujourd'hui, heureusement qu'il y a les ressources futures. Sinon, c'est comme un hôpital. On ne tiendrait pas 15 jours uniquement si on devait faire uniquement vivre avec la générosité des donateurs. Et on paye nos impôts, et ces impôts servent aussi à faire fonctionner ces structures. Donc la solidarité nationale est là. Donc on doit s'inscrire dans des schémas qui sont portés par les pouvoirs publics, et la gageure, c'est toujours d'inscrire la ligne éditoriale juive qui est la nôtre dans des schémas publics, et de faire partager ou comprendre que c'est pas antagonique. La reconnaissance d'utilité publique vient aussi de ce travail de qualité avec les pouvoirs publics. Oui. Non, mais quand vous disiez que la maire de Paris, alors se confondait en éloge, mais aussi il y a 2 ans, lorsque sur le domaine du handicap, un jour la ministre, le cabinet de la ministre en charge du handicap dit, on a proposé à la ministre de venir vous visiter sur quelque chose qu'on venait de créer avec les pouvoirs publics, une plateforme qu'on appelle plateforme 360, qui est à l'écoute des demandes des personnes qui sont aidants de personnes handicapées. Et puis, l'avant-veille de la fameuse visite ministérielle, on apprend que c'est le président de la République lui-même qui vient. Donc, on a accueilli pendant 2 heures le président, et il voulait comprendre comment on prenait en charge les personnes handicapées, mais aussi leurs parents, quel était la vie d'une famille qui a le malheur d'avoir un enfant handicapé, comment on est en situation de pouvoir les accompagner dans ce parcours toujours douloureux. Et c'est vrai que... Et le président a été marqué par cette visite. Oui, je crois. Et puis, en tout cas, il était présent, il était attentif, ça a duré 2 heures, il était à l'écoute, il interrogeait tout le monde, de la standardiste à la psychologue, les parents eux-mêmes qui racontaient leur parcours. Alors ça, c'est la dimension nationale. Et puis, on veut que cette dimension ait une écoute encore plus présente en direction des besoins de la communauté. Alors, on va peut-être parler du 4e âge, où Marc Cohen a également fait un travail considérable en important en France une solution qu'il avait vu fonctionner en Israël. C'est-à-dire que en France, il y a une 30aine d'années, la réponse aux besoins des personnes âgées, c'était la maison de retraite. Et en Israël, il y a beaucoup moins de maisons de retraite, il y avait beaucoup plus d'aide familiale, les Philippines, mais il y avait aussi des structures d'accueil de jour, où les personnes arrivaient du matin au soir, mais restaient vivre chez elles. Donc on a voulu introduire en France un concept que les travailleurs sociaux de la maison avaient vu fonctionner en Israël. Au début, ça a été difficile, parce qu'il fallait, une fois qu'on a décelé un besoin, il faut arriver à le mettre dans une case de financement public, et ça n'existait pas. Et là aussi, notre interlocuteur, qui était la mairie de Paris, le département de Paris, on a eu la chance d'avoir une adjointe en charge des personnes âgées qui était totalement acquise à l'idée. On a commencé un pilote qui a très bien démarré, et d'ailleurs de France entière, les gens venaient visiter dans la profession, pas uniquement dans la communauté. Aujourd'hui, on a 5 accueils de jour, 3 à Paris, 1 à Sarcelles et 1 à Strasbourg, et qui sont tous remarquables, au sens que c'est une très belle réponse aux besoins de personnes âgées qui tombent dans la maladie difficile. Et ce besoin, il est à la fois le besoin de la personne, mais il est plus encore souvent le besoin des aidants, les conjoints, les enfants qui sinon s'épuisent à accompagner une personne dans la dépendance. Donc voilà la réponse. Et si vous voulez, je vais faire il y a des structures dont j'aimerais qu'elles soient encore plus fréquentées, qu'elles soient plus connues de la communauté, puisque si on les a faites, c'est parce que pour être à l'écoute prioritaire des besoins de la communauté. Et notamment, il y a une belle structure dans le 15e, elle n'est pas assez connue, donc j'aimerais qu'elle soit
plus connus dans le champ communautaire. C'est l'objet de cette émission. Absolument. Alors donc, après le pôle enfant Jean-François Gutmann, l'OSE s'occupe des enfants, bien sûr, du handicap, de la santé, et vous venez de parler de la dépendance. Oui. C'est aussi une mission très importante. L'OSE agit également dans la prise en charge de nos aînés. Est-ce à dire que parfois l'État ne parvient pas, sans l'aide de fondations sociales dans ce domaine? Il a besoin de ces associations, l'État? Oui, on est plus agile. Enfin, on est plus agile que le système public, et beaucoup plus lourd. Et mon passé de fonctionnaire le dit, et celui de mon ancienne directrice générale ou du nouveau directeur général le disent aussi. On a, avec une association, les moyens d'aller plus vite, surtout quand on a à nos côtés des donateurs qui peuvent lancer. Mais une fois qu'on a lancé, il faut que ça soit relayé à un moment donné par les finances publiques, parce que sinon, on n'ira pas beaucoup plus loin que 3 semaines de fonctionnement. Les pouvoirs publics, vous direz que c'est un partenaire incontournable de l'OSE. C'est incontournable, absolument, c'est incontournable. Mais nos donateurs, nos amis, c'est aussi incontournable, parce que sinon... Mais ils ne vous proposent pas un certain type de fonctionnement ? Eh ben, parfois, on arrive à les contourner ou à les faire évoluer en disant vous avez un cahier des charges comme ça, mais nous, qui vivons au quotidien les choses, on dit que ça serait mieux de le faire par votre expérience. Voilà. Alors, Jean-François Gutmann, la mémoire, c'est aussi un socle incontournable de l'action de l'OSE. L'OSE possède une histoire pour le patrimoine de la mémoire et l'une de ses missions. L'histoire de l'OSE pendant la guerre à travers ces réseaux clandestins, les sauvetages d'enfants. Comment vous transmettez aujourd'hui ce riche et noble passé ? Non, c'est compliqué, pendant longtemps c'était simple au sens où on avait les survivants à nos côtés. La chance de l'OSE, c'est qu'ayant sauvé les enfants étaient devenus des adultes, vieilles personnes. Et puis, on rappelait tout à l'heure Elie Wiesel et Elie Burstyn. Aujourd'hui, tous les lundis matins, on a encore une réunion des anciens à l'OSE. Ils sont une quarantaine ou une cinquantaine. C'est leur fraternité d'enfance qui se prolonge dans le grand âge. Et hélas aussi, beaucoup nous quittent. Alors, à un moment donné, se pose globalement à la communauté, pas seulement à nous, la question de savoir comment on transmettra cette page douloureuse mais héroïque, au-delà de quand il n'y aura plus de survivants. On n'en est pas là, y compris parce que aujourd'hui, les enfants, à la différence d'autres pays, ce sont des enfants cachés qui sont aujourd'hui les derniers survivants. Ils ont encore, j'espère, jusqu'à 120 ans. Mais aujourd'hui, connaissant intimement leur histoire et eux-mêmes ayant confiance en nous, on se propose d'être des accompagnateurs ou des socles dans leur accompagnement. Alors Jean-François Gutmann, on a survolé toutes ces missions exceptionnelles de l'OSE. Alors maintenant, je veux soutenir l'OSE. Comment je dois faire comment soutenir l'OSE financièrement pour encourager ces actions? Alors, il y a 2 façons de nous aider, beaucoup de façons, mais en nous aidant financièrement, évidemment. Et là, il y a les régimes d'aide, de subventions sont également accompagnés par les pouvoirs publics sous forme de déduction fiscale importante. Donc, l'IFI. Alors, on peut verser son IFI, des dons en déduction de l'IFI, qui sont déductibles à 75% de l'impôt. Donc, une autre façon de dire les choses, c'est que si vous donnez 133, et que si vous avez à 100 à payer, vous donnez 133 et vous n'aurez rien à donner au percepteur et tout ira à l'OSE. La même chose on peut faire des virements, bien sûr. On peut faire des virements. Et un chèque à l'OSE, on peut faire un chèque à l'ordre de l'OSE et l'envoyer au 117 rue du Faubourg du Temple dans le 10e. Voilà, ça c'est en déduction de l'IFI ou en déduction de l'IRPP. Et puis ceux qui veulent faire du bénévolat, ils sont bienvenus aussi. On a besoin de bénévoles dans tous les domaines de compétences et parfois dans des sujets auxquels on ne songe pas nous-mêmes spontanément. Jean-François Gutmann, merci d'avoir accepté notre invitation et très, 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 très bientôt. Merci beaucoup, Rafi. À bientôt.